Bonjour et bienvenue dans votre revue hebdomadaire de l'espace et d'équipements spatiaux avec moi, Christophe Paget. Dans cet épisode, nous ferons une petite revue des activités de SpaceX, des progrès réalisés par Landspace sur sa réusabilité de son engin spatial, des progrès de la NASA sur Artemis. Nous revisiterons Neptune, discuterons également de deux atterrisseurs lunaires de JAXA et d'Astrobotic, pour conclure avec les lancements de la semaine et une image magnifique de notre ciel nocturne. Ne serait-il pas bien si le vaisseau numéro 25 n'avait pas explosé et continué dans son voyage autour de la Terre pour finalement atterrir près d'Hawaï comme prévu? Eh bien, c'est presque arrivé. Lors d'une mise à jour de Starbase à Boca Chica, au Texas, Elon Musk vient de mentionner que la raison pour laquelle le vaisseau numéro 25 a explosé lors du test en vol intégré numéro 2 n'était pas lié au système de fin de vol automatique, comme mentionné précédemment par SpaceX, mais plutôt causé par un excès d'oxygène liquide qui avait été déversé par-dessus bord pendant l'ascension, ce qui a pris feu et déclenché l'explosion du vaisseau. Ma théorie précédente passe donc par la fenêtre, mais ironiquement, d'après Elon, si une charge utile avait été à bord, plus d'oxygène liquide aurait été consommé et donc moins rejeté par-dessus bord. Donc, la solution semble donc être soit d'ajouter une charge utile, soit de réduire la quantité d'oxygène à bord. Voyons ce qu'ils ont choisi le mois prochain lors du test en vol intégré numéro 3 de SpaceX. De plus, cela signifie qu'aucune modification ne doit être apportée au Starship numéro 28. Aucune autre information n'a été fournie sur la cause de l'explosion du booster numéro 9 dans l'espace. De plus, parlant du Falcon 9, Elon a mentionné que le booster était en cours de certification pour 40 revols. Aujourd'hui, le booster est certifié pour 20 revols et un seul booster a jusqu'à présent revolé 19 fois. Et ça, c'est le B1058, le même qui s'est cassé en deux dans la mer, donc à cause d'une mer agitée. Concernant maintenant l'infrastructure de Starbase, la dernière tente a été finalement démolie pour faire place à une construction plus permanente de la Star Factory. Landspace a testé en vol son prototype Zhuke 3. Il fait partie de plusieurs démonstrateurs de technologie de fusée réutilisables. L'engin a décollé verticalement avec le support d'un seul moteur, atteignant une altitude de 350 mètres pour se translater et atterrir à quelques mètres au centre de l'aire d'atterrissage. Le test a été un véritable succès et consolide les progrès réalisés par Landspace dans sa conception de fusée réutilisable. La NASA a testé un de ses moteurs RS-25 pour sa fusée Artemis II au centre d'essai de moteurs de Stennis. Le test a duré 500 secondes. La NASA également a annoncé un retard d'1 an sur les programmes Artemis 2 et 3. Donc Artemis 2 emmènera 4 astronautes en rotation autour de la Lune pour simuler le voyage vers la future station spatiale lunaire baptisée Luna Gateway,
qui d'ailleurs celle-ci devrait être lancée en 2028. Mais bon, au niveau de Artemis numéro 2, il est donc désormais prévu en septembre 2025 au plus tôt, au lieu de fin 2024. Quant à Artemis 3, qui devrait atterrir les premiers astronautes près du pôle sud lunaire avec le SpaceX Human Landing System, une version modifiée du Starship d'ailleurs, est désormais prévue au plus tôt en septembre 2026. Cette semaine, c'est au tour de Neptune de nous révéler quelques secrets qu'elle cache. Neptune est la 8e planète de notre système solaire et la plus éloignée. Certains d'entre vous pourraient se demander, mais qu'en est-il de la 9e planète Pluton? Malheureusement, en août 2006, l'Union astronomique internationale a dégradé le statut de Pluton à celui de juste planète naine. Cela signifie que Neptune est la plus éloignée des principales planètes de notre système solaire. Elle est sombre, froide, avec des températures de surface de moins 214 degrés Celsius. La lumière chaude que nous voyons ici sur notre planète est environ 9 mois plus brillante que la lumière du Soleil sur Neptune, et c'est pourquoi Neptune est une géante de glace. La seule planète de notre système solaire qui n'est pas visible à l'œil nu, donc impossible à détecter par les premiers astronomes. Neptune fut en effet la première planète découverte grâce aux calculs mathématiques des astronomes, avec des prédictions de position faites par Urbain Le Verrier. Et Johann Gottfried Galle fut cet astronome chanceux qui découvrit ensuite cette planète en 1846, à laquelle il donna le nom du dieu romain de la mer, nom proposé d'ailleurs par Urbain Le Verrier. Et c'était d'ailleurs très gentil de sa part, de Johann, de faire ceci. L'environnement de Neptune est comme les autres planètes lointaines, c'est-à-dire peu propice à la vie selon les scientifiques. Ces températures, pressions et matériaux qui caractérisent cette planète sont probablement trop extrêmes pour que les organismes puissent survivre. Neptune est environ 4 fois plus large que la Terre et se trouve à une distance moyenne de 4,5 milliards de kilomètres ou 30 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 30 fois plus loin que la Terre. Un jour où une révolution complète de Neptune sur lui-même prend environ 16 heures et effectue une orbite complète autour du Soleil, ou une année neptunienne, en 165 années terrestres environ. D'ailleurs, en 2011, Neptune a accompli sa première orbite de 165 ans depuis sa découverte en 1846. Donc, restez sur vos gardes pour la prochaine année neptunienne complète en 2176. L'axe de rotation de Neptune est incliné de 28 degrés, semblable à ceux de Mars et de la Terre. Donc cela signifie que Neptune connaît des saisons comme nous le faisons sur Terre. Cependant, comme son année est si longue, chacune des 4 saisons dure plus de 41 ans. Alors si vous n'aimez pas l'hiver, vous êtes foutu. Neptune possède 14 lunes connues. Sa plus grande est Triton, qui a été découverte par William Lassell 17 jours seulement après la découverte de Neptune par Johann Galle. Triton est la seule grande lune du système solaire qui entoure sa planète sur une orbite rétrograde, c'est-à-dire une direction opposée à la rotation de la planète, ce qui suggère qu'elle aurait pu être autrefois un objet indépendant capturé par Neptune grâce à son puissant champ magnétique. Triton est également extrêmement froid, avec des températures de surface autour de moins 235 degrés Celsius. Cependant, un vaisseau spatial appelé Voyager 2 a découvert des gésiers crachant de la matière glacée vers le haut
sur plus de 8 km. Neptune possède au moins 5 anneaux principaux nommés Gale, Le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Adams héberge 4 arcs importants nommés Liberté, Égalité, Fraternité et Choucroute. Je voulais dire Courage. Neptune a pris forme avec le reste du système solaire il y a environ 4,5 milliards d'années. Elle est l'une des 2 géantes de glace du système solaire externe avec Uranus, avec 80% ou plus de masse de la planète constituée d'un fluide chaud et dense de matériaux glacés, eau, méthane et ammoniac, au-dessus d'un petit cœur rocheux. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau très chaud sous les nuages froids de Neptune. Il ne s'évapore pas car une pression incroyablement élevée le maintient enfermé à l'intérieur. Neptune n'a pas de surface solide. Son atmosphère est composée majoritairement de 80% d'hydrogène, 13% d'hélium et 2% de méthane. En fait, lorsque vous regardez les photos de Neptune, vous verrez un bleu vif et plus lumineux. Cependant, il a été artificiellement obscurci il y a plusieurs années pour montrer les caractéristiques de Neptune après le satellite Voyager 2. Cependant, la vraie couleur a été récemment rappelée par Erwin et al. Que sa couleur est plutôt la même qu'Uranus. Neptune est le monde le plus venteux de notre système solaire. Malgré sa grande distance et le faible apport d'énergie du Soleil, les vents de Neptune peuvent dépasser 2000 km/h. Le champ magnétique de Neptune est environ 27 fois plus puissant que celui de la Terre, et l'axe principal de son champ magnétique est incliné d'environ 47 degrés, ce qui signifie que les épicentres des aurores boréales sont éloignés de ses pôles. Le 6 septembre, JAXA et MHI ont lancé une fusée H2A depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon, avec à son bord 2 charges utiles, le X-Risen et l'atterrisseur lunaire appelé Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM, nommé aussi le Moon Sniper, car JAXA a conçu SLIM pour atterrir à moins de 100 mètres de sa cible, et dans ce cas, le cratère Scioli. En tant que petit engin, il lui a fallu 3 mois pour atteindre l'orbite lunaire. J'ai déjà couvert ce lancement ainsi que sa rentrée sur l'orbite lunaire précédemment, donc revérifier ici sur votre écran ce qui se passe. Et donc cette semaine, SLIM a atterri avec succès sur la surface de la Lune et la communication avec le vaisseau spatial a été établie après l'atterrissage. Et d'ailleurs, au moment de la publication de cette vidéo, on ne sait pas si l'atterrisseur a atteint avec précision le cratère Scioli, car il peine à générer de l'énergie à partir du Soleil, et donc beaucoup de fonctions ont été mises en stand-by. Donc là, JAXA s'attend à ce que les batteries du vaisseau soient remplies d'ici un mois. Astrobotic, comme vous le savez peut-être, a eu une fuite de carburant et des problèmes d'orientation de son vaisseau spatial pour capturer le Soleil afin de recharger ses batteries sur son atterrisseur lunaire Peregrine. Il n'a donc pas pu atteindre la surface de la Lune et a finalement été positionné pour une rentrée sûre et contrôlée sur Terre, au-dessus d'une zone isolée du Pacifique Sud. L'équipe a surveillé en permanence sa rentrée avec la NASA, qui indique un chemin de rentrée au-dessus de la zone marquée sur votre écran, sans danger anticipé. Il a fallu une série de 23 petits moteurs principaux allumés sur une orbite elliptique pour obtenir une telle rentrée le jeudi 18 janvier dans notre atmosphère. Néanmoins, Astrobotic a beaucoup appris sur son vaisseau spatial et ses instruments et réessayera certainement dans les mois à venir ou au moins cette année. Le 14 janvier, SpaceX a lancé 22 satellites Starlink V2 Mini
sur une orbite terrestre circulaire basse à 530 km d'altitude et 53 degrés d'inclinaison pour sa mission groupe 710 à bord d'une Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 4E de la base de la Force spatiale de Vandenberg en Californie. Le premier étage a atterri pour sa 18e fois à 642 km sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 15 janvier, SpaceX a lancé 23 Starlink V2 Mini pour sa mission groupe 637 depuis le complexe de lancement spatial 40 de la base des forces spatiales à Cape Canaveral en Floride. La charge utile était destinée à une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et 43 degrés d'inclinaison. Le premier étage d'ailleurs a atterri pour sa 12e fois sur le drone ship A Shortfall of Gravitas à quelques 630 km de son site de lancement. C'était en fait le 300e lancement de SpaceX, un chiffre important pour une entreprise de seulement 22 ans, mais il reste encore du chemin à parcourir pour dépasser les plus grands, en tout cas de plus de 1900 lancements de Soyuz depuis 1966. Le 17 janvier, la China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une Long March 7 avec à son bord le Tianzhou 7, une mission de ravitaillement soutenant la station spatiale Tiangong avec près de 13 tonnes de charge utile à bord. La fusée a décollé du site LC 2201 sur son site de lancement spatial de Wenchang en Chine pour une destination à une altitude de 388 km et 41,5 degrés d'inclinaison. Dernier vol de la semaine, le 18 janvier, SpaceX a lancé sa mission spatiale Axiom 3, la troisième mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale, à bord d'une Falcon 9 depuis le complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center en Floride pour s'amarrer à la Station spatiale internationale située sur une orbite circulaire à 420 km d'altitude et près de 52 degrés d'inclinaison. L'équipage à bord était composé du commandant Michael Lopez Alegria, de nationalité espagnole et américaine, du pilote italien Walter Valedai, du spécialiste de mission Alper Gazerasi de Turquie et du spécialiste de mission Marcus Wand de Suède, qui fait partie aussi du groupe d'astronautes de l'ESA. Selon Axiom, l'équipage mènera plus de 30 expériences et démonstrations scientifiques axées sur la physiologie humaine et les progrès technologiques industriels. La mission durera 14 jours et la capsule d'ailleurs a volé pour sa 3e fois. Quant au premier étage, il a atterri à la station spatiale de Cape Canaveral sur la zone 1 pour son 5e vol. Je vous laisse avec cette dernière merveille capturée par Ralph Runner des aurores boréales brillant dans cette vue nocturne du ciel depuis la stratosphère de notre chère planète Terre, capturée le 15 janvier à partir d'une seule exposition de 5 secondes avec une caméra portative à bord d'un avion au-dessus de Winnipeg au Canada. Évidemment, la partie inférieure de l'image montre des lumières terrestres en mouvement provoquées par la vitesse de l'avion. Au-dessus de l'horizon le plus lointain, des particules énergétiques accélérées le long du champ magnétique terrestre dans les régions polaires de la planète excitent l'oxygène atomique pour créer un tel feu d'artifice de couleur des aurores boréales. La teinte verdâtre caractérise des aurores est générée généralement entre 100 et 300 km d'altitude, et la couleur rouge à des altitudes encore plus élevées et des densités atmosphériques plus faibles. La lueur lumineuse des étoiles faibles le long du plan de notre galaxie, la Voie lactée, traverse la nuit comme vous le voyez au milieu supérieur de votre écran. Vous pouvez même voir la galaxie d'Andromède en haut à gauche de votre écran. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, Christophe Paget, à travers Starbase, Neptune, les lancements de la semaine et bien plus encore.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton aime ou like pour promouvoir cette vidéo auprès des autres via l'algorithme de YouTube. Donc, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain épisode d'Espace News. Au revoir les amis!